Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour les débats sur Sud Radio avec aujourd'hui Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud, professeur à la Sorbonne, bonjour. Rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et vous avez publié, je cite le titre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, avec un point d'interrogation qui est paru chez Michel Lafon. Et dans ce livre, vous racontez en fait comment finalement on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Éric Tegner, journaliste, président de Frontières, bonjour à vous. Jérôme Ripoul, bonjour. Vous êtes directeur associé de l'agence Confluence et vous êtes coprésident d'Opinion Valley, bonjour à vous. Et Alexandra Spinner, bonjour, vous êtes enseignante, heureuse de vous retrouver tous pour évoquer la situation cataclysmique dans laquelle se trouve la France quand on regarde l'actualité, quand on regarde ce qui se passe. Les invectives d'un côté comme de l'autre sont absolument catastrophiques et les situations baroques, pour ne pas dire plus, dans lesquelles on se retrouve avec un Édouard Philippe par exemple qui va voter pour un candidat communiste, avec le père d'Emmanuel Macron qui trouve que Monsieur Ruffin, c'est pas si mal finalement, qu'il est sympathique. On lui rappellera juste que il voulait décapiter son fils il y a pas très longtemps. On va revenir d'ailleurs sur cette interview assez courte accordée à nos confrères du Dauphiné Libéré ce matin, que je vous conseille de lire, du père d'Emmanuel Macron. Bref, on va parler de ces législatives et de tout ce qui en découle. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, Alexandra. C'est un coup de cœur positif. Oui, j'ai pensé que, compte tenu de la fosse à purin dans laquelle le président de la République nous a tous collectivement plongés, j'avais envie d'un petit coup de cœur cocorico. Moi, j'appartiens à une génération qui a découvert la géographie française avec le Tour de France. Et je trouve que ce Tour de France des coureurs français, c'est juste magnifique, avec 2 victoires en 3 étapes et une journée en jaune, avec 2 champions magnifiques. Romain Bardet, le type qu'on a envie d'avoir comme copain, sympathique, courageux, plein d'humilité. Et je trouve que c'est formidable. Il a 33 ans, il a une victoire qui consacre sa carrière. Je trouve ça formidable. Et l'autre, alors Kevin, j'ai oublié son nom de famille, mais sans doute que vous allez me le rappeler. Voilà, j'ai trouvé ça très beau. Moi, j'adore le Tour de France. Vous savez que j'adore aussi le tiercé. Oui, voilà. On aura Jean-Paul Delperrier tout à l'heure. Et je disais que les audiences étaient très bonnes. Et effectivement, chaque année, les Français remarquent. Ouais, voilà. Oui, Sophie de Menton qui nous écoute me dit un coup de cœur, c'est toujours positif. Oui, elle a raison, Sophie. Quand j'ai dit Alexandra, vous avez un côté positif. Effectivement. J'ai failli changer mon coup de cœur contre un coup de gueule contre Caron parce que j'ai lu. Je viens de lire le tweet de Marianne sur les dernières obscénités de Monsieur Caron, qui souhaite... Ah ouais, ça m'a échappé, allez-y, je vous accorde le coup de gueule. Écoutez, voilà, alors j'ai un coup de gueule en plus, merci. Elle est favorisée. Oui, voilà, j'ai quelques privilèges. Bon, vous en aurez 2 chacun. Ouais. C'est une affaire donc, qui se passe dans une école parisienne. Nous avons un jeune garçon de 10 ans qui dit à sa maîtresse sur le Coran de la Mecque, je vais ramener mes frères pour te décapiter. Voilà. Vous savez ce que ça évoque pour chacun d'entre nous, pour la communauté éducative en particulier. Alors, il a été puni pour avoir participé à une bagarre. C'est la raison pour laquelle il s'est adressé ainsi à sa maîtresse. Apparemment, selon Marianne, il a été changé de classe puis d'école dans la foulée, on ne peut que s'en réjouir, mais c'est là que le pitoyable Émeric Caron entre en scène, a pris lien avec l'inspection pour protester et prendre la défense de la famille et du jeune homme. Voilà où nous en sommes. Je trouve ça effrayant, consternant. Et tout ça. Mais il y a un 2 poids 2 mesures. On en parlera certainement quand même sur ce front républicain qui fait quand même qu'on demande de soutenir des individus particulièrement peu recommandables. On va en reparler, je crois, avec vous, Éric Tegner, dans un instant. Arnaud Benedetti, c'est un coup de cœur. Alors moi, c'est un coup de cœur pour un livre qui est on ne peut plus d'actualité. C'est un livre d'histoire qui a été qui sort là aux éditions Passé Composé
rédigé par un constitutionnaliste, Benjamin Morel, un de nos meilleurs jeunes constitutionnalistes du moment, qui vient de publier une histoire du Parlement. Le Parlement, temple de la République, c'est 450 pages, et si on veut prendre à la fois un cours d'histoire parlementaire, d'histoire politique, d'histoire constitutionnelle et d'histoire de France, tout simplement, je conseille cet ouvrage, et on voit que finalement le Parlement a toujours été le reflet finalement des convulsions, des passions de la société française au cours des âges. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette 16e législature comme une 16e législature particulièrement éruptive, mais quand on regarde dans le rétroviseur, on voit que, évidemment, l'histoire parlementaire française a été très souvent, en l'occurrence, comme d'ailleurs dans d'autres pays, le reflet de toutes les divisions de la société française. Donc c'était un livre extrêmement intéressant, très fourni, très intelligent, comme tout ce que fait Benjamin Morel. Et dans cette période très chaotique, sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants, je conseille cette lecture. Prendre un peu de champ avec l'histoire, parfois, ça permet aussi, d'une certaine manière, de relativiser le présent et surtout de mieux le comprendre. Ouais. Jérôme Ripoul, coup de cœur. Oui, un coup de cœur. Moi aussi, je vais essayer d'être positif dans cette atmosphère qui est un peu étouffante. Alors, mon coup de cœur aujourd'hui s'adresse à Anne-Marie Mazière. On part dans le sud, là. Anne-Marie Mazière, c'est la maire de Villeneuve-lès-Montréal. C'est un tout petit village de 345 habitants dans l'Aude. Et comme les 17 000 maires de communes de moins de 500 habitants, elle l'aura organisé seule avec ses conseillers. Il y a Serge, Jérôme, Muriel, Maxime Dipopey, 3 scrutins en moins d'un mois. 3 scrutins en moins d'un mois. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de fonctionnaires municipaux, ou quasiment pas, à mi-temps. Donc, ils organisent tout, ils sont là, ils passent 3 dimanches entiers pour organiser le vote, dépouiller, compter les voix, et ça sur leur temps personnel, puisqu'ils sont pas rémunérés. Merci à tous ces élus locaux, parce que c'est des élus de grande proximité, qui s'engagent et qui finalement, ils appellent leurs concitoyens par leur prénom, ils donnent leur temps sans compter, ils jugent pas, ils agissent. Alors dimanche prochain, le 7 juillet, quand vous les verrez, vos maires, et en particulier vos maires de petites villes, remerciez-les, dites-leur merci, parce que vraiment, ils s'engagent, et c'est aussi grâce à eux que la politique n'est pas que de la politique politicienne. Ils n'ont pas forcément d'étiquette et ils ont une volonté de bien faire. Voilà. C'est tout à fait. Non, c'est pas le cas de tout le monde et vous avez raison. Vous avez entièrement raison. On va se retrouver dans un instant avec vous. On va continuer de commenter cette actualité complètement délirante. Dans quel état Emmanuel Macron a-t-il mis ce pays? Franchement, tous les matins, on pense que on se réveille en se disant que ça ne peut pas être pire. Eh bien si, chaque matin, c'est pire. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et tout de suite, nous sommes ensemble avec vous pendant 1 heure pour commenter cette actualité bien chargée avec aujourd'hui, je me suis trompée de conducteur, avec aujourd'hui Alexandra Spiner, enseignante, Éric Tegner, vous êtes directeur de Frontières. Frontières, c'est le nouveau nom de Livre Noir. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence, et vous êtes également président d'Opinion Valley, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et je conseille la lecture de votre dernier livre Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, qui est paru chez Michel Lafon. Bon, le sommaire, vous vous en doutez, c'est tout ce qui concerne les législatives, avec ces désistements, avec Gabriel Attal qui appelle à faire barrage même en votant LFI. Je pense qu'il y a des voix qui vont commencer à s'élever, on en a déjà entendu quelques-unes, pour dénoncer quand même un certain nombre d'absurdités, pour ne pas dire de choses totalement incongrues, de soutien. Je citais tout à l'heure Édouard Philippe qui va voter pour le candidat communiste. Où est le Front républicain? Contre qui se bat-on aujourd'hui? Tous ces sujets avec vous. On a presque fini notre tour de table. Éric Tegner, vous vouliez réagir sur une information parue dans le Canard enchaîné. Oui, tout à fait. C'est une information qu'on avait révélée d'abord dans Frontières et qui a été confirmée par le Canard. En fait, il y a eu le 27 mai dernier une agression antisémite dans le métro parisien près de Charles de Gaulle.
contre un jeune adolescent juif perpétré par 8 membres de la Jeune Garde. La Jeune Garde, vous savez, c'est ce mouvement Antifa dirigé par Raphaël Arnaud qui pourrait dès dimanche être député à l'Assemblée nationale. Un mouvement Antifa déjà qui a de nombreuses plaintes contre lui. Nous, on a contacté justement le procureur de Paris qui nous a confirmé qu'il y avait une mise en examen pour violence en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours dans un moyen de transport collectif. Donc il y a bien une enquête qui a été diligentée justement par le parquet de Paris contre ces 8 membres de la Jeune Garde. Cette enquête, cette mise en examen, elle a été faite le 27 juin dernier. Et le procureur du parquet de Paris nous a confirmé également qu'ils ont été placés sous contrôle judiciaire. L'unité médico-judiciaire a retenu 12 jours d'ITT parce que qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était suite à un meeting de Rima Hassan le 27 mai pendant les élections européennes, justement cette candidate de la France insoumise, que ces 8 membres de la Jeune Garde, qui souvent d'ailleurs s'occupent aussi du service d'ordre de la candidate Rima Hassan, sont montés dans le métro et ont recherché justement des juifs, des sionistes. Ils ont identifié ce jeune adolescent, ils l'ont insulté, ils l'ont tabassé. Qui ne portait aucun signe distinctif. Il n'avait pas de kippa, il n'avait pas d'étoile. Enfin, il était totalement. Il se trouvait juste à être dans le 16e arrondissement, pas très loin de là où avait lieu le meeting de Rima Hassan. Et ils ont tout simplement, et on le voit, ils ont dit qu'il avait l'air justement d'un juif. C'est ce qui est raconté justement dans cette plainte sur ce que justement ont dit ces membres qui ont été arrêtés. Et derrière, ils l'ont obligé à crier « Vive la Palestine ». Ils ont enregistré tout cela dans un audio qui a été diffusé sur le compte Instagram du collectif Antifa de la Jeune Garde. Donc c'est extrêmement choquant ce qui se passe. C'est encore plus choquant qu'on sait que c'est un mouvement Antifa aujourd'hui qui est tout simplement cautionné par la France insoumise et par le Nouveau Front populaire. Ce sont eux justement qui s'occupent majoritairement des services de sécurité et ils ont donc leur porte-parole et leur représentant qui demain va être à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce qu'a fait justement Raphaël Arnaud hier lorsqu'il a découvert justement ces révélations? Il ne s'est pas contenté il n'a pas condamné ces 8 membres. Il a dit que c'était faux. Il a dit qu'il n'y avait pas eu d'agression antisémite. Il a dit qu'il y avait simplement une agression verbale par rapport à la question du sionisme. Encore une fois, on le voit à quel point ils cachent leur antisémitisme permanent derrière justement un anti-sioniste. Et Raphaël Arnaud a essayé d'expliquer que c'était simplement une façon de l'entacher pendant l'entre-deux tours. Donc c'est ce qu'il va se passer aussi après dimanche, après son élection, en permanence, essayer même lorsqu'il y a ce type d'enquête, parce qu'on se rappelle, Raphaël Arnaud disait il y a quelques jours chez vos confrères de BFM TV, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de plainte contre nous. Ensuite, on a vu qu'il y avait énormément de plaintes qui avaient été déposées. Et cette fois-ci, c'est quand même une enquête qui a été faite justement pour une agression en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion. C'est extrêmement clair depuis le parquet de Paris. Et 12 jours d'ITT, c'est énorme parce qu'évidemment, ce choc pour l'adolescent, il est aujourd'hui considérable. Cette agression, elle n'a pas eu lieu dans les quartiers difficiles. Elle a eu lieu dans le métro, près de Charles de Gaulle Étoile. Donc aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de juifs, aussi bien adolescents que plus âgés, se sentent complètement en insécurité justement face à un système qui est cautionné aujourd'hui. Ce matin, Sandrine Rousseau était invitée chez nos confrères de France 2 de Télématin et elle a répondu « L'argument fiché S n'est pas suffisant pour savoir si une personne peut ou non rentrer à l'Assemblée nationale ». Et elle prend la défense de Raphaël Arnaud. Une internaute dit dire que si Julien Bayou avait été fiché S, Sandrine Rousseau aurait défendu sa présomption d'innocence à la télévision. À quoi ça tient? Bon, c'est ironique, mais ça dit quand même beaucoup de choses. Alexandra Spiner, une réaction parce que ce front, ce barrage au RN met aussi la poussière sous le tapis d'un certain nombre de comportements de gens du groupe du Nouveau Front populaire. Je suis désolée, mais je les associe tous. Quand on s'allie à des gens qui sont capables d'avoir des propos ou des comportements comme cela, on est complices. Écoutez, tous ceux qui s'y associent se déshonorent tout simplement. Il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas. Je vois certains nous expliquer que non, finalement, tout ça est acceptable, qu'il y a dans ce nouveau Front populaire ceux qui sont fréquentables et ceux qui le sont moins. Tout ça est obscène en réalité.
Et j'espère que les Français ne s'y tromperont pas. Voilà, vous voyez, quand Eric nous parle de cette tragédie, j'espère que dimanche, les Français voteront en conséquence. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est ignoble en réalité, c'est une confiscation démocratique. Moi, je ne suis pas pour le Rassemblement national, mais à un moment, la démocratie doit être entendue. On ne peut pas en permanence confisquer la parole des Français. On ne peut pas en permanence saper la confiance des Français en la parole politique. Est-ce que vous imaginez le discrédit qui frappe toute la classe politique? Comment voulez-vous expliquer aux Français qu'il faut regagner confiance en la parole publique, en leurs responsables politiques, quand on voit des gens qu'on pensait à peu près respectables jusque-là se vautrer dans l'obscénité et l'indécence d'alliances contre nature? Qu'a-t-il à dire? Oui, une auditrice me dit c'est le cas au RN. Oui, je suis d'accord. On l'a dit aussi, mais c'est mais c'est vrai que il y a eu un certain nombre. On a vu cette candidate avec une casquette nazie. Sauf que évidemment, mais c'est pas le sujet. Sauf que je reprends la phrase. J'aurais bien aimé comprendre, Valérie, le propos d'Alexandra. Que dit-elle quand on confisque la voix aux Français? Qu'elle est favorable à une alliance? J'essaie de comprendre la ligne qu'elle défend. Vous êtes favorable à une alliance entre le RN et les Républicains ou pas? Pas du tout. Moi, je défends une droite forte, une droite républicaine, indépendante. Voilà ce que je défends, tout simplement. Maintenant, si vous pensez que ces alliances contre nature se font dans le respect de la démocratie, non, je pose tout simplement la question et je dis qu'effectivement, c'est la sincérité du scrutin qui fonde la promesse démocratique. C'est ce sur quoi on se bat. Qu'est-ce qu'il en reste? Ça n'existe pas, mais ça n'existe pas, la sincérité du scrutin. Il faut être d'une grande naïveté pour savoir que les programmes qui nous sont présentés seront passés par la table de Procuste dès que les uns ou les autres seront élus. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, très bien. Moi, je vous dis simplement. Ce que je trouve, c'est que j'entends les dénonciations des uns et des autres. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Édouard Philippe. Je suis assez étonné qu'il défende le candidat du Front populaire, puisqu'il avait dit mais il est clair que pour les Républicains, c'est une période un peu difficile, semble-t-il. Ouais. Oui, mais là, on parle même plus, pardon, Alexandra, on parle même plus des. Je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a pas que pour les Républicains que c'est une période difficile. Je pense c'est pour les Français. Oui, je pense. Oui, mais juste répondre à Véronique, toujours notre auditrice, qui dit vous ne parlez pas d'une mur d'une maison avec écrit sale bougnoule, tu vas finir dans un four, ou encore à Toulouse les maisons ou une boulangerie qui a été brûlée parce qu'elle employait un Malien. C'est ce que je disais en préambule, c'est qu'on est dans une situation absolument invraisemblable où on a même je crois que c'était à Garches où une femme de couleur noire raconte qu'on lui a dit rentre chez toi. Enfin, comment aujourd'hui on en est arrivé à cette situation? Je voulais juste citer, je vous donne la parole, Arnaud Benedetti, Richard Malka, qu'on ne peut pas imaginer soutenir le Rassemblement national, qui dit LFI est le tombereau de la gauche, on ne peut plus ne pas voir que ce parti est immoral. Et il disait aujourd'hui on peut être de gauche, antisémite et cool, cela s'appelle la France insoumise. C'est juste ça, c'est juste contre ce deux poids deux mesures et ni l'un ni l'autre ne sont effectivement, enfin on est dans une politique totalement indigne. Arnaud Benedetti. Non, mais si vous voulez, cette stratégie du Front républicain aujourd'hui, c'est vraiment le radeau de la Méduse de tous ceux qui, en fait, je veux dire, sont tétanisés par finalement la possibilité d'une alternance, clairement. Ça donne l'impression vraisemblablement à de grands segments, à nombreux segments électoraux que c'est un mouvement de panique qui gagne notamment le pouvoir. Et moi, si vous voulez, ce qu'il y a de plus choquant dans cette affaire, c'est les incohérences morales du président de la République, qui est quand même le seul responsable de cette situation aujourd'hui, qui est l'unique responsable de cette situation et qui, si on était dans une démocratie à peu près saine, je veux dire, devrait en tirer les conséquences à titre personnel. Mais si vous voulez, il va aujourd'hui rendre fréquentables des gens qu'il jugeait infréquentables il y a 24 heures.
C'est-à-dire, si quelqu'un s'y retrouve dans ce galimatia c'est ça que je trouve politique, je trouve que franchement, je veux dire, on rajoute, si vous voulez, l'instabilité, on rajoute à l'instabilité, on rajoute finalement une espèce de naufrage moral qui me paraît extrêmement dangereux pour la démocratie, extrêmement dangereux pour nos institutions. Et il va plus loin encore. Le problème, c'est qu'il va plus loin encore. Moi, je suis très sévère vis-à-vis de ce qu'il fait en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, pour se sauver, il est en train d'essayer d'organiser l'ingouvernabilité du pays. C'est-à-dire qu'on est face à un processus qui est absolument scandaleux. Le président de la République, je le rappelle, il est garant des institutions. Il est garant de leur stabilité. Il est garant de leur fonctionnement. Aujourd'hui, il sait très bien que de toute façon, il ne pourra pas avoir de majorité alternative à une majorité potentielle du Rassemblement national et des alliés de LR. Et donc, il brûle tous ses vaisseaux, mais y compris le vaisseau qui ne lui appartient pas, qui est le vaisseau des institutions. Et on risque de se retrouver au soir du 7 juillet, c'est pas certain, mais c'est une hypothèse, avec un pays qui est proprement ingouvernable. Alors imaginez un pays qui est endetté comme la France, un pays qui est fracturé comme la France, qui en plus va devoir se payer le luxe, si je puis dire, d'une crise institutionnelle. Écoutez, il y a une responsabilité évidente de ce président de la République dans la situation dans laquelle il a mis le pays. Il a littéralement, sciemment organisé le chaos pour se sauver. Et c'est extrêmement grave. Et alors, quand on voit aujourd'hui, en effet, un certain nombre de responsables politiques, surtout ceux de droite, qui vont considérer qu'il vaut mieux voter pour un candidat de la France insoumise, voire pour un candidat du Parti communiste, pour, in fine, faire barrage au Rassemblement national et à l'alliance du Rassemblement national avec Éric Ciotti. Moi, je ne défends pas particulièrement le Rassemblement national. J'essaye seulement de me mettre à la place des gens qui ont voté pour lui. Je trouve que finalement, ça aura, in fine, ça devrait avoir, in fine, un effet contre-productif. Enfin, si ce pays encore raisonne, j'allais dire, de manière un peu saine, ça devrait avoir un effet contre-productif. On va y revenir évidemment dans un instant. Il faut qu'on marque une page de pub. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous pour commenter l'actualité, peut-être des commentaires sur ce que vient de dire Arnaud Benedetti. Emmanuel Macron a organisé le chaos. Alors Alexandra et puis Éric Tegner, tout le monde veut réagir. Alexandra Spinner. Le président de la République a effectivement organisé le chaos. J'ai même l'impression désolante que quelque part il s'en réjouit, il assiste à ce spectacle un peu ébahi, et finalement tout ça lui convient assez bien parce que il n'aura plus à répondre de son bilan tant la France sera plongée dans un chaos absolu. Mais j'aimerais juste revenir sur le déni de démocratie. Tout à l'heure vous parliez d'une élue exemplaire qui, avec d'autres élus, a fait vivre la démocratie trois dimanches de suite. Il faut quand même rappeler que on ne fait pas de la politique pour faire perdre. On fait de la politique pour faire gagner. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut le marteler. Et c'est en cela que les Français, ils ont été privés ils sont privés de quelque chose d'essentiel. On est là pour faire gagner nos idées. On est là pour faire gagner une certaine idée de la France. Et moi, tous ces gens qui se gargarisent de l'arc républicain, on n'entend plus que ça, l'arc républicain. Mais la République, c'est avant tout de respecter la démocratie et le choix des Français. Et qu'un candidat Horizon se désiste face à Alma Dufour, c'est un scandale, c'est à vomir. Absolument. Qu'un candidat Ensemble appelle à voter pour David Guiraud, qui est un antisémite notoire, assumé, ou qu'une mère socialiste appelle à voter pour le Raphaël Arnaud, dont Eric a parlé tout à l'heure, c'est une infamie, c'est une honte pour chacun d'entre nous. Donc non, LFI ne fait pas partie du fameux arc républicain dont tout le monde aime tant parler. Voilà. Ouais. Moi, je me posais une question très naïve hier, c'est-à-dire que ce barrage contre le Rassemblement national,
qu'est-ce que ça signifie si on fait barrage contre ce parti avec tout ce qu'on dit sur ce parti, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de l'arc républicain. Ça veut dire quoi? Qu'il faudrait l'interdire, puisque finalement c'est tout sauf le RN. Il y a quand même plus de 10 millions de Français qui ont voté pour ce parti. Quel mépris! Et quand on parle d'une majorité plurielle avec les noms qu'on a entendus circuler hier, dont celui de Boris Vallaud, je m'étonne de ça. Je ne sais pas ce que les Français peuvent comprendre, Éric Tegner, à ça. Oui, et moi je citerai Dominique Régnier, le politologue, qui est un centriste modéré et qui disait à juste titre hier que finalement, dans ce cas-là, il faudrait interdire le Rassemblement national si on considère qu'il ne fait pas partie de la République. Mais qu'en fait, si on le laisse et si on l'autorise, comme on fait depuis des années, on ne peut pas dire aux Français, écoutez, on va toujours empêcher le Rassemblement national de gagner. Si vous faites partie de la démocratie, ça veut dire qu'un jour, vous pouvez gagner. Et donc, il y a justement une incohérence. Mais aujourd'hui, il y a un souhait aussi de sauver les meubles en urgence parce que ça n'a pas été prévu. Mais ils savent très bien que dans le fond, ça va renforcer le Rassemblement national pour 2027. Mais encore une fois, on a des hommes politiques qui se projettent sur le long terme. Et il y a deux choses aussi qui sont inquiétantes dans ce dont on est en train de parler tout à l'heure. C'est ce que certains appellent à la fois le coup d'État institutionnel et aussi le coup d'État des juges. C'est-à-dire que on a vu à quel point Emmanuel Macron, et on verra ce qui se passe aujourd'hui, notamment au Conseil des ministres, est dans une logique aussi de faire des nominations, notamment de préfets, de personnes dans les différentes administrations, etc., de le faire dans la précipitation, alors qu'on sait que normalement, ça doit être paraphé justement par le Premier ministre. Et donc, normalement, il serait censé attendre la semaine prochaine. Et donc, d'un côté, il essaye de faire en sorte de politiser cette administration en mettant, vous savez, ses anciens amis ou ceux qui ont perdu un siège, etc., dans des préfectures. Et en plus, il les met dans des situations insupportables parce que ce qu'on ne relève pas assez, c'est que cette nomination peut être annulée dans les 3 semaines. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être que le prochain Premier ministre a dans l'obligation justement de pousser à l'annulation de leur nomination. Et donc, la neutralité là-dessus, elle est complexe. Le deuxième élément, c'est le coup d'État des juges. On a appris dans la presse ce matin, par exemple, que l'idée d'avoir Éric Dupond-Moretti comme président du Conseil constitutionnel est à l'ordre du jour depuis plusieurs semaines. On sait qu'en 2025, Fabius, il va partir. Et donc, politiser autant le Conseil constitutionnel, c'est extrêmement dangereux parce que demain, imaginez, le Rassemblement national a une majorité. Encore une fois, les lois sur l'immigration, etc., seront retoquées par le Conseil constitutionnel. Ça va mettre une sacrée baffe à cette notion de l'état de droit, parce que Marine Le Pen sera la première à dire, et à juste titre, je le pense, que en fait, de toute façon, le peuple, la démocratie, même quand ils choisissent, de toute façon, ils n'ont pas le droit de discuter parce qu'il y a 9 vieux sages de 75 ans politisés qui décide dans des arrière-cours obscurs de ne pas laisser passer cette loi. Il a été toujours politisé, le Conseil constitutionnel, puisque Gaston Pavlovski, le premier président, était un proche du général de Gaulle. Donc ça, il faut... Oui, mais encore plus, par exemple, on sait que sur la loi... Et le jour où le pouvoir appartiendra aux décideurs RN, ils nommeront des gens qui sont proches d'eux. Il a toujours été politique. Juste un point, je voudrais intervenir. Il a toujours été politisé, sauf que du temps du général de Gaulle, le Conseil constitutionnel n'avait pas l'étendue des compétences qui sont les siennes aujourd'hui. Il y a une différence fondamentale. Le Conseil constitutionnel a élargi son champ de prérogatives. Sur les questions n'est plus du tout le même que celui tel qu'il avait été pensé par le général de Gaulle, qu'il n'aurait certainement pas fait évoluer comme il a évolué, bien évidemment, ces 30 dernières années. Sans doute. Et il y a 2 points aussi, c'est que Emmanuel Macron a politisé le Conseil constitutionnel. On sait que sur la loi immigration, alors qu'il y avait un consensus que lui travaillait à cette loi immigration depuis des mois, c'est lui qui a saisi le Conseil constitutionnel. Alors on dit à chaque fois, oui, mais c'est ses prérogatives, il ne l'a fait que 2 fois en 7 ans. Donc lui, il est justement dans cette logique sur tout ce qui est contre le Rassemblement national, de vouloir le politiser. On sait aussi que Laurent Fabius, on se rappelle en 2022, est sorti complètement de sa réserve en disant que dans le cas où l'extrême droite serait au pouvoir, il mettrait tout en œuvre pour les bloquer. Ça a toujours été politisé, mais il ne l'affichait pas autant. Si on a Éric Dupond-Moretti, président du Conseil constitutionnel, on sait que lui, son premier ADN, c'est la lutte contre le Rassemblement national. L'apparence de neutralité, moi, c'est ça dont je parle, c'est l'attachement des Français à l'état de droit, c'est quand même important. Mais cet état de droit, en fait, il va perdre toute crédibilité demain si on passe notre temps à le politiser.
Ouais, moi je voudrais apporter deux réactions. Jérôme Ripoul. La première, donc à Arnaud, je suis totalement en phase et extrêmement choqué de la manière dont Emmanuel Macron fait usage de sa fonction et fait mésusage de sa fonction. C'est incroyable. Il y a vraiment une impression que il est totalement fermé, isolé, sans capillarité avec la France, avec le terrain. Il a pris une décision qui est aberrante. Ça, c'est un premier point. Et je pense que même d'un point de vue humain, je comprends pas. Non seulement je comprends pas ce que dit Arnaud sur. Je partage son point de vue sur l'éthique, la fonction, etc. Mais je pense même d'un point de vue humain, c'est complètement incroyable. C'est une espèce d'aventure personnelle délirante. Et la deuxième chose, c'est, je pense, contrairement à vous, qu'il n'y a pas de problème de clarté. Ces élections aujourd'hui sont claires. On a 405 duels. Et l'arc républicain ne changera rien. On a un très bon exemple à Perpignan. Louis Alliot a été élu à Perpignan dans le cadre d'un duel au second tour face au maire LR sortant, avec le désistement de toutes les autres listes. Il a été élu. En clair, si demain les Français veulent choisir le Rassemblement national, ils ont les cartes pour le faire. Donc ce qui se joue, c'est pas l'arc républicain. Le tir à l'arc, ça sera une autre compétition. C'est est-ce qu'ils sont capables de voter ou pas pour une majorité RN. Et aujourd'hui, la situation, et ça va au-delà des consignes des partis, on verra si les Français se prennent position ou pas. Je ne crois pas aux consignes de vote, je ne crois pas à la portée des consignes de vote. Donc je dis, on verra dimanche 7 juillet, si en fait Marine Le Pen et le Rassemblement national se sont totalement normalisés et peuvent avoir une majorité à l'Assemblée nationale, sachant que derrière les Français savent qu'ils donnent une clé d'entrée à Matignon, ou pas, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté et on peut revenir effectivement sur le fait que de part et d'autre, il y a des candidats qui ne devraient pas pouvoir se présenter, qui sont fichés S ou autres. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, vous êtes formateur dans la formation continue, vous devez présenter un casier vierge. Vous vous présentez à des élections, le casier vierge n'est pas obligatoire. C'est absolument scandaleux. Mais fichier S, c'est pas dans le casier, hein? Non, le fichier S, c'est pas dans le casier. C'est pas dans le casier, mais il pourrait y avoir des éléments qui font qu'on exclut des personnes. Alors après, on va dire, ah ben oui, mais le fichier S, c'est le ministère de l'Intérieur qui le délivre, donc il peut y avoir un arbitraire politique, et donc Valérie, Arnaud, ou moi, ou d'autres pourraient être fichés parce que pour leur activité politique, j'en sais rien. Mais il n'en reste pas moins que fichier S, c'est pas anodin. C'est oui, c'est ça. C'est vrai. Quoi que c'est possible aujourd'hui, hein, mais enfin. Mais en tout cas, c'est clair que ça pose des questions. Et je pense que hormis ça, il y a le dimanche, c'est clair. Ce qui va se passer est clair. Il y a 406 duels. On va bien voir ce qui va en sortir. Voilà. Mais visiblement, ces duels défavorisent ce front républicain, entre guillemets. Ce duel, ce barrage au RN défavorise le vote RN. Ça le rend, c'est pas de ce que j'ai lu, ça le rend beaucoup plus compliqué. On va y revenir dans un instant, puis on va parler. Je vous ai donné l'exemple de Louis Alliot. Il va y avoir des situations. Moi, je pense que par exemple, dans l'Aude où je suis maintenant, vous avez un Philippe Poutou. Il est évident qu'il y a des gens, il est poursuivi pour l'apologie du terrorisme. On est quand même pas loin de la ville de Trèbes, hein, où il y a eu Arnaud Beltrame. Je pense que les gens vont avoir du mal à aller voter pour un candidat comme ça. Dans une autre circonscription, vous avez un candidat socialiste, soutenu par le Mouvement populaire. Ça posera pas beaucoup de problèmes à certaines personnes. Donc là, il y a vraiment des particularités locales. On se retrouve dans un instant. Petite pause de pub, puis on parlera de l'interview du papa d'Emmanuel Macron. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Oui, nous sommes avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Je vous conseille l'interview d'Alain Minc. Je pas spécialement de sympathie pour Alain Minc, mais dans l'Express, il a des mots très très durs sur le président de la République, des mots qui rejoignent un petit peu l'analyse que faisait Arnaud Benedetti tout à l'heure. Alain Minc ne décolère pas contre la dissolution qui installe le Rassemblement national comme premier parti de France, et il a une réflexion sur la psychologie du président de la République. Il dit, quand un homme que l'on
suppose intelligent et qu'il l'est, prend une décision d'une absolue bêtise, c'est que la dimension psychologique a pris le pas sur la réflexion et la raison. Emmanuel Macron est parmi les dirigeants des dernières décennies par celui pour lequel la psychologie personnelle est la plus déterminante. Cette dissolution, écoutez bien, est le résultat d'un narcissisme poussé à un état pathologique, ce qui conduit au déni réel. Comment pouvait-il imaginer de passer de 250 à 280 députés? Aucun argument purement réfléchi ne pouvait le justifier. Donc c'est à lire dans l'Express et puis à lire également dans les journaux du groupe Ebra, le Dauphiné libéré, entre autres, l'Est républicain. Un journaliste qui a réussi à interviewer le père d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron, qui dit que son fils lui avait parlé de la dissolution il y a déjà 2 mois. Il dit, oui, il vaut peut-être mieux essayer le RN maintenant plutôt que dans 2 ans. C'est un peu ce que mon fils m'avait dit 2 mois avant les élections européennes. Donc raconte Jean-Michel Macron, qui vit toujours dans la maison où il a élevé son fils à Amiens. Il ne croit pas à la démission de son fils, même si la France devient ingouvernable. Et il dit, j'espère qu'il fera autre chose que de la politique après son mandat. Et il dit aussi que son fils ne lui a pas souhaité son anniversaire dimanche dernier, mais qu'il avait peut-être mieux à faire. Enfin, je ne sais pas, un coup de fil à son papa le jour de son anniversaire, c'est pas très compliqué, non? Bon, ça vous inspire quoi, tout ça? Je suis désolée, Valérie, mais moi, j'aimerais vous dire que les histoires de famille du président de la République, je m'en fiche totalement. Je trouve que c'est indécent. Cette interview est indécente. Je pense qu'elle a été évidemment voulue par le président de la République. Stop, assez d'obscénité. Quant à Monsieur Minck, je vous rappelle qu'il a fait partie de ceux qui ont mis les visiteurs du soir. Évidemment. Oui, donc la fureur de Monsieur Minck. Il a plus de bande passante, donc maintenant il brûle son navire. Mais c'est quand même intéressant à commenter l'interview du père du président de la République. Même si c'est voulu, je ne suis pas sûr que de dire qu'un fils ne souhaite pas l'anniversaire de son père soit totalement à l'avantage. Jérôme? Oui, non, je suis d'accord. Il y a une forme chez Emmanuel Macron, une forme de déshumanisation et d'absence d'affect qui est absolument étonnante. C'est-à-dire, en clair, on a vraiment l'impression qu'il prend ses décisions sans, et donc c'est ce confirme cette absence de capillarité de relation avec son père. Il prend ses décisions vraiment sur des aspects humains très très étonnants. C'est pour ça que je parlais de l'humain tout à l'heure. S'il avait pris une décision dans un cadre éthique, constitutionnel, etc., il n'aurait jamais fait ça. Là, il y a quelque chose, effectivement. Alors, cette idée de narcissisme, je pense effectivement, elle est centrale dans la compréhension du macronisme. Et alors, moi, ce qui m'interpelle dans cette interview, par ailleurs, c'est alors le père tacle Bruno Le Maire. Vous l'avez pas dit ça aussi. Il explique effectivement que son fils lui a parlé de la dissolution, pour ceux qui n'ont pas lu l'interview, 2 mois avant. Bon, donc et puis il dit ça c'est assez incroyable. C'est en fait l'idée de Macron, ça serait de mettre le RN au pouvoir à Matignon et d'éviter donc qu'ils prennent dans 3 ans l'Élysée. Tout ça, c'est incroyable, quoi. C'est une tambouille d'une médiocrité. Alors, Éric Tegner. Oui, pardon. Moi, je vais vous dire, ça fait 7 ans qu'à chaque fois qu'on parle d'Emmanuel Macron, il y a un sujet tabou. On n'a pas le droit d'en parler. C'est sa psychologie, son éducation, son mode de fonctionnement. Et en fait, depuis la dissolution, on est en train de comprendre que c'est potentiellement la seule explication logique à ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'explication politique, il n'y a pas d'explication institutionnelle. C'est une problématique psychologique. Et donc, au bout de 7 ans, on arrive, et c'est une interrogation à avoir aussi dans le débat public, il y avait toujours ce côté, on voulait le préserver. Moi, ce qui est intéressant déjà dans cette interview du Parisien, c'est que je découvre qu'il a un père. Parce qu'à chaque fois, il nous parle toujours de sa grand-mère, on le sait, mais ses parents, on n'en parle pas beaucoup. On sait qu'il a une construction qui est complexe aussi de son rapport avec les gens, son rapport avec l'humain, etc. Et le peu de fois où il y a pu avoir aussi des personnes qui ont mis le doigt sur certaines choses, ça a scandalisé. Moi, je me souviens, j'avais pas adhéré aux propos, mais je me souvian qu'Éric Zemmour avait dit il y a 1 an et demi que Emmanuel Macron n'était pas fini. Ça avait fait scandale. Et en fait, les mêmes qui le critiquaient depuis une dizaine de jours commencent à se dire, il y a un côté enfantin.
il y a un côté adolescent, il y a un côté effectivement. Un côté adolescent, oui. Il a voulu casser la baraque. Moi, par exemple, je suis assez convaincu, on en avait parlé déjà la dernière fois, qu'il savait très bien qu'après les Jeux Olympiques, de toute façon, Édouard Philippe et compagnie allaient se différencier de lui, que la majorité allait se différencier de lui, parce qu'on sait que on ne peut jamais gagner une élection présidentielle quand on est dans le camp majoritaire sans se différencier des autres. Sarkozy l'avait fait par rapport à Hollande, par rapport à Chirac. Macron l'a fait par rapport à Hollande. Et donc, je pense que de toute façon, il s'est dit, ces députés qui ont été élus juste parce qu'il y avait ma tête sur leur affiche, eh bien, au pire, je les mets au chômage. Parce que de toute façon, dans 1 an, ils vont me trahir. À ce moment-là, je n'aurai rien contre eux. Aujourd'hui, il adore aussi ce côté, l'homme seul face au chaos. Et ça, ouais. ça le fait exulter, forcément. Ces 2 dernières années qui devaient être globalement, pardonnez-moi l'expression, chiantes pour lui, parce qu'il n'avait plus vraiment de pouvoir, qu'il devait trouver, ouais. C'est la pire des choses, un successeur. On voit comment Gaudin à Marseille a fait la même chose. On savait que il déteste ces personnages-là avoir un successeur. Eh bien, là, à nouveau, il va être au centre du jeu. Et donc, je pense que même s'il y a une cohabitation quand on dit qu'il perdra du pouvoir, non, médiatiquement, il aura du pouvoir. Institutionnellement, il aura du pouvoir. Parce que justement, et c'est pour ça qu'il s'allie aujourd'hui à la France Insoumise, etc. Parce qu'il prévoit déjà cette cohabitation. Parce qu'il, pour le coup, sur le en même temps, il sait qu'il n'aura pas de en même temps à ce moment-là. Ça sera le RN et les autres. Et lui, il va être le représentant des autres. Et ça le fait déjà exulter de se dire que le candidat LFI face à Elisabeth Borne, il a appelé à voter Borne. Que le candidat LFI permet demain à Darmanin d'être élu. Alors Darmanin passe son temps à dire que lui, il connaît le terrain, etc. Ça l'a surpris, c'est 36% qui disent tout le temps que lui, avec la police, il veut tuer les gens des quartiers, etc. Ça le fait exulter ce qu'il est en train de faire. Ouais. Exulter pour ne pas dire un autre mot. Alors, Alexandra Spinner. Très, très juste analyse, je pense, ouais. Alexandra? Ah, on a perdu Alexandra, on a un petit problème de Zoom. Arnaud Benedetti, oui. Oui, je partage évidemment cette analyse sur la béance psychologique d'Emmanuel Macron, mais je suis surpris qu'il faille attendre 2024 pour s'en rendre compte. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'avais aussi identifié depuis très longtemps en la matière. Mais si vous voulez, moi j'aime bien les propos d'Alain Minc. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit et pour le coup. Mais le problème, c'est que si vous voulez, Macron dit quelque chose de la crise de nos élites, parce que ce sont nos élites qui ont fabriqué Emmanuel Macron. C'est elles qui l'ont porté au pouvoir en 2017. C'est elles qui ne cessent de le soutenir depuis la crise des Gilets jaunes, qui l'ont soutenu durant la crise sanitaire, qui lui ont d'une certaine manière pardonné toutes ces incartades en matière de communication, tous ces changements de pied multiples et variés. Mais moi, je pense que si vous voulez, Emmanuel Macron a une destinée qui est une destinée qui n'est plus vraiment française en l'occurrence. C'est-à-dire que il est aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en France l'arrange d'une certaine manière au vu de son logiciel politique. Son logiciel politique, c'est in fine de vider de la souveraineté le pays. C'est l'Europe. Sa souveraineté populaire, bien évidemment, on le voit là dans cette espèce de manipulation génético-électorale qu'il est en train d'essayer de faire et qui est absolument inconcevable et incohérente à la fois sur le plan, je veux dire, des principes, sur le plan de la morale, sur le plan de l'idéologie, sur le plan éventuellement d'une alliance de gouvernement qui est totalement impossible entre tous ces gens-là. En l'occurrence, mais en fait, son logiciel, c'est toujours d'adapter plus, je veux dire, le pays à un ordre qui est un ordre européen et un ordre mondial. Donc, en fait, à la limite, même, je veux dire, je pense que le fait que la France soit endettée, qu'il ait augmenté de 1 000 milliards d'euros la dette du pays en 7 ans de gouvernement, ça ne le gêne pas parce que tout simplement, ça affaiblit la souveraineté du pays. Donc, tout ce qui affaiblit la souveraineté du pays, finalement, correspond à son logiciel politique. Donc, il affaiblit aujourd'hui les institutions. Il affaiblit clairement les institutions parce que c'est vrai que on a rarement vu. Je sais pas, Arnaud, si j'irais jusqu'à dire comme vous que c'est sa volonté, c'est d'affaiblir le pays. Je crois qu'il ne croit plus au pays. Je crois que s'il se situe au niveau européen, c'est qu'effectivement, il ne croit plus. Il pense que nous ne sommes plus capables de nous en sortir. Alors, on va y revenir. On est obligé de marquer une petite pause, mais on va revenir sur ce sujet avec vous dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, je viens de voir passer sur X une image qui me révulse, pour ne pas dire plus. Les étudiants des Beaux-Arts de Paris ont dessiné un kéfier sur la statue de Voltaire et un drapeau palestinien sur son front. Je trouve cela, mais à vomir. Je n'ai pas d'autres mots assez correct pour le dire. Et quand des images ont été diffusées de ce qui s'est passé aux Beaux-Arts avec des statues sur lesquelles il y a la libération de la Palestine est inévitable, des drapeaux palestiniens qui ont été peints sur des statues, je ne sais pas quoi dire. Je suis abasourdie par cela. Une réaction ? Ah, je suis toute seule. Il n'y a personne. Non, mais franchement. C'est pitoyable. Qu'est-ce que les bras. C'est pitoyable. Franchement, les bras m'en tombent. C'est absolument. Et ça aurait été des croix gammées que j'aurais eu la même réaction. Je veux dire, la statue de Voltaire. J'attends de voir les poursuites pénales qui auront lieu. J'attends avec impatience. Il n'y en aura pas. Je voudrais qu'on revienne quand même sur. Non, il n'y en aura pas. Bien sûr qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Mais je voudrais qu'on revienne quand même sur le débat qu'on avait avant, qui était assez intéressant sur la psychologie, pour ne pas dire la psychiatrie, l'état psychiatrique d'Emmanuel Macron. Une auditrice m'envoie cet article du Point. Donc, je vous rappelle que le père d'Emmanuel Macron nous apprend que son fils ne lui a pas fêté son anniversaire. Et dans le Point, on apprend que dimanche minuit, le président et sa joyeuse troupe trinquent au champagne, dimanche soir, pour les 62 ans de Richard Ferrand. On badine, on s'étreint, tandis que le pays s'enfonce au gré de la consolidation des résultats de la soirée. Ce n'est pas si cata que ça, minimise Emmanuel Macron. Mais dans quel monde vit-il ? Après moi le déluge, oui. Non, mais alors, Alexandra, on vous avait perdu. Oui, pardon, oui. Je vous avais perdu. Ce que disait Eric était très intéressant sur la construction psychologique du président de la République, c'est-à-dire que le narratif qu'il nous a livré, qui a été soigneusement orchestré, c'est un homme qui s'est construit systématiquement, c'est-à-dire il s'est construit contre sa famille, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idéologie, et donc contre la société, oui. Contre la société, contre l'ordre établi, une histoire d'amour très très jugée, scandaleuse à l'époque. Donc je crois que ça donne quand même des indications sur qui est cet homme. Et surtout, il n'a aucune conviction politique, aucune idéologie. Pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Ah bon. Moi, je pense qu'il a Là, je pense qu'on fait tous erreur quand on dit qu'il n'y a pas de colonne vertébrale chez Emmanuel Macron. Elle est économique. Sa colonne vertébrale. Il est profondément, je veux dire, bruxellois. Je dis pas européen. C'est ça. Oui, complètement. Il est profondément bruxellois. Et de ce point de vue-là, il y a une cohérence idéologique d'Emmanuel Macron. Alors, en effet, après, il peut voguer et godiller en fonction des circonstances, notamment sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité, etc., etc. Mais pour des raisons uniquement, je veux dire, tactiques. Mais sur le fond, je pense qu'il y a quand même un logiciel politique et idéologique chez Emmanuel Macron. Je pense que c'est une erreur de considérer qu'il ne serait seulement qu'un opportuniste. Il est opportuniste, évidemment, dans sa tactique politique, mais bon, il n'est pas le seul, en l'occurrence, de ce côté-là. Mais il y a véritablement, je pense, une cohérence idéologique chez Macron sur le fond. Je vous invite d'ailleurs, vous vous rappelez, on a parlé du podcast, on a parlé la semaine dernière du podcast, de l'interview podcast d'Emmanuel Macron, où il avait dit qu'on pouvait aller vers la guerre civile. En fait, malheureusement, les gens n'ont retenu que 2 ou 3 minutes. Moi, ce week-end, j'ai regardé les près d'1h50 d'interview. Honnêtement, c'est le meilleur interview d'Emmanuel Macron que j'ai vu des 7 dernières années. Ça veut dire que Emmanuel Macron, il est dans une posture extrêmement humaine. Il montre qui il est, etc. Et il a ce côté investi d'une mission. Ce côté, qu'on a vu sur les réseaux sociaux quand il dit big time. Il est vraiment, en fait, il est complètement dans son truc. Et il en est convaincu. Il a quand même un besoin d'expliquer. Il a un besoin d'être reconnu en permanence. Et ça, c'est intéressant. Et c'était le soir d'ailleurs de la fête de la musique. On voit à la fin de l'interview, on lui dit qu'il est à la bourre, que les gens l'attendent justement à l'Élysée parce qu'il doit lancer, etc. le truc. Et il était ravi d'avoir passé 1h50 pour essayer d'expliquer. Lui, il a aussi besoin de sa trace dans l'histoire qu'il trouve justement essentielle. Il est obnubilé par ça.
et il a besoin de son récit. Et si on voit d'ailleurs que son proche Bruno Roger Petit a été visiblement mis de côté ces 10 derniers jours, c'est parce qu'aussi ses proches lui ont volé son récit, parce que ils ont l'air d'être les responsables de la dissolution. Non, c'est-à-dire que cette erreur énorme qu'il a commise, il veut en être justement le responsable, et il va critiquer tous ceux qui diront que c'est eux qui l'ont conseillé de le faire, etc. Il va aller jusqu'au bout de ce point de vue-là. Ouais. Je sais pas. Moi, je voulais quand même aussi apporter un éclairage économique parce que on parle de politique, mais les implications et les conséquences bien sûr. que ces événements ont sur l'économie sont majeures. Ce matin, il y a François Slin, qui est pas un violent, qui est le patron de la CPME, donc les petites et moyennes entreprises, qui disait qu'on avait perdu un trimestre de croissance. C'est terrible. C'est terrible. Les investissements sont repoussés. La bourse a pris un coup, et la bourse, c'est pas que les petits épargnants, hein, c'est aussi les fonds, c'est-à-dire là où vos banques placent vos fonds. Oui. Oui, mais la bourse, elle a redémarré plutôt haut, hein, au lendemain du premier tour. Elle a quand même pris un chou. Ouais. Oui, je sais, mais effectivement, la question économique va se poser de toute façon. La question que je vous repose et qui se posait, que je posais en début d'émission, c'est est-ce que je vois beaucoup de gens qui me disent ras-le-bol de ce tout sauf le Rassemblement national, c'est-à-dire est-ce que ça peut avoir l'effet inverse de ce qui est envisagé par le président de la République? C'est possible. C'est possible parce que si vous voulez, ça va être difficile. Et on verra. Encore une fois, ce qui sera très important dimanche, c'est de mesurer la participation. Il peut y avoir une baisse de la participation, et la baisse de la participation sera un indicateur finalement sur le vote à la fois des électeurs du Front populaire ou des électeurs d'Emmanuel Macron lorsqu'ils sont confrontés à un duel avec le Rassemblement national. Et ce que l'on appelle en sciences politiques l'abstention différentielle peut en effet favoriser, si vous voulez, le Rassemblement national. Et donc, il faudra regarder de très près les indications de participation à midi et à 17h, parce que là, on aura, me semble-t-il, des indicateurs qui nous permettront de commencer à voir quelle pourrait être la couleur de la prochaine assemblée. Moi, je vois mal, si vous voulez, un électeur macroniste aller demain voter, même si on lui demande, pour Monsieur Guiraud à Roubaix. Ouais. Et je vois mal un électeur de la France insoumise aller voter pour Madame Borne dans le Calvados, quand bien même le Front populaire lui demanderait d'accomplir ce geste. Mais la question, Arnaud. Ouais. Pardon. Ouais. Est-ce que le Rassemblement national a un fort réservoir? Est-ce qu'il y a des votes, il y a des non-votants, Arnaud, selon vous, qui sont pas exprimés et qui pourraient aller voter? Ouais, est-ce que la mobilisation s'est pas faite au premier tour, ou enfin c'est pas déjà faite complètement au premier tour, ou alors difficile? Ouais. Difficile de lire. Il y a on n'a pas voté. Je veux dire, les classes populaires ont voté, mais il y a certainement là aussi des réservoirs de voix. Puis il y a les réservoirs de voix des LR aussi, quand même, hein, dans un certain nombre de circonscriptions. Hélas, on est arrivé au terme de cette émission. On avait beaucoup de choses encore à dire. Merci à tous les quatre. C'était très intéressant. Encore une fois ce matin. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.